Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on parle d'actualité régionale, nationale, locale, hein? Et des fois on va à l'international. Et tout ça, on donne notre opinion, on réfléchit, on essaie de faire progresser la pensée. Et avec moi, mon panéliste hors pair, un homme magnifique. J'ai nommé Jules Simard. Bonjour, Jules. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Pas trop gelé? Oui. On est tous gelés un peu, hein? Moi, j'adore l'hiver. Mais là, on dirait que cet hiver, j'aime pas ça. On y goûte véritablement comme il faut. Dans un premier... Quand tu dis qu'il neige et il fait froid, à ma connaissance... D'habitude, ça va pas ensemble. J'en ai déjà vu là, quand même quelques-unes des tempêtes de neige. Et c'est sûr que le vent nous refroidit ça, mais là, actuellement, il te fait à moins 30, puis tu as une tempête de neige. Dimanche, là, on est sorti jouer dehors avec les enfants, puis ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait ça. D'habitude, on y va, je dirais pas tous les jours, mais pas loin. Régulier. Mais là, il n'y avait pas de plaisir. Ah non, il n'y a pas de plaisir à aller dehors. On se gèle carrément. Et non seulement se gèle carrément, mais comme dans mon jeune âge, avec l'acné que j'ai, le froid et la rosacée, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Alors, je me ramasse avec des boutons où est-ce que je ne voudrais pas en avoir. Non. C'est correct, ça. Puis tout ça est causé par les changements climatiques. Hein. Il y en a qui pensent non, il n'y a pas de changement climatique, il fait chaud. Oui, il y en a. Je veux dire, mais tout ça, si vous allez voir là, les modèles, c'est que le vortex polaire est toujours là, mais comme c'est. Lui, il existe, là, le vortex polaire en hiver, mais comme il n'y a plus de protection à cause des changements climatiques, des températures plus basses, il descend. Ah, c'est ça qui nous... Oui, il descend puis il va toucher les régions plus basses. Et c'est pour ça qu'on va voir de plus en plus, par exemple, des tempêtes de neige en France où il y en avait quasiment jamais avant, etc. Fait que, Oui, c'est à suivre. Et ce n'est pas relié, comme les États-Unis le disent, au changement climatique. Non. De toute façon, hein, on sait, pour eux, les changements climatiques, c'est une conspiration des scientifiques. Oui, et en fait, pétrolière. ils devraient essayer de faire une relation entre le changement climatique et certains changements politiques désirables. Oh! C'est dit, j'espère que Donald ne nous écoute pas présentement. On pourra avoir une plainte. Hey, on va parler du CIUS, donc des services hospitaliers dans la région. Il y a une hausse de 30 des plaintes. C'est quand même beaucoup. C'est dû à quoi, ça? Je ne sais pas à mesure d'identifier. J'ai lu le papier ce matin. Ce qu'on parlait, c'est qu'il y a 2 causes fondamentales où il y aurait de ce type de hausse-là, soit au niveau du service médical que tu reçois et aussi au niveau de certains caractères administratifs ou de gestion, où là aussi il y aurait des plaintes là, qui sont formées. Je sais qu'on parlait d'un pourcentage de 20 à une place et 40 à l'autre, là, ce qui fait en sorte qu'on parle d'une hausse moyenne de 30 de ces... Puis en plus, ce n'est pas sur toute l'année. Hein? C'est simplement du mois de juillet au mois de décembre. Où on assiste à ça. Donc, sur 6 mois, on constate qu'il y a une hausse des plaintes. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est certainement relié au fait que nous avons une gestion un peu plus... je dis ça, faudrait pas que je dise ça comme ça. La gestion centralisée amène de faire en sorte que, oui, tu as un malaise quelconque et c'est à un autre centre hospitalier qu'il faut qu'on le règle. Est-ce que ça a origine de toutes ces choses-là? Je ne le sais pas. Mais le fait qu'on puisse, dans certains cas, OK, ça peut être sur... on t'a fait un prélèvement quelconque, on le fait analyser maintenant à un seul endroit. Il peut y avoir eu perte de ton polype, comme on dit, ou d'un autre, un autre événement. Et ça peut t'occasionner d'adresser une plainte, naturellement, là-dessus. Qu'est-ce qu'il y en est? L'origine exacte, dans l'article, en tout cas, on a... Mais c'est-tu moi où, depuis qu'on a centralisé... Bien, en fait, on a dit qu'on avait décentralisé en région, mais on a centralisé à l'intérieur de la région. Tous les services, ici, c'est à Chicoutimi. Cette réforme-là, qui est exposée de nous aider et d'être donc bien merveilleuse, il me semble que c'est un échec sur toute la ligne. Il me semble qu'on entend juste des choses négatives. J'ai jamais entendu quelqu'un sortir pour faire « Hey, c'était vraiment une bonne idée de centraliser tout ça, ça fonctionne beaucoup mieux maintenant. » Il me semble que c'est le contraire tout le temps. Est-ce que je me trompe? Bien, je ne sais pas jusqu'à quel point, effectivement, on peut dire que c'est en raison de cette centralisation régionale ou par secteur
que l'on peut avoir, que c'est l'origine du fait que ça ne fonctionne pas du tout. Je pense qu'il y a un fonctionnement, là, OK, relié à l'ensemble qui, oui, fonctionne parce qu'on le fait... on le fait marcher avec ces nouvelles on n'a pas le choix de toute façon. Exact, c'est dans ce sens-là. Est-ce que tous les mots MAUX originent de ça? Fort probablement pas. Je pense qu'il y a aussi dans le quotidien, il peut y avoir des changements à un moment donné qui font en sorte que ce n'était pas prévu par le système et donc automatiquement, ça t'occasionne d'avoir des... Je ne suis pas en mesure d'amener des exemples concrets, là. On n'est quand même pas quotidiennement dans ces... dans cette gestion-là. Mais il y a aussi le phénomène, tu sais, on parle que les intervenants médicaux ont, quand tu fais faire du temps supplémentaire énormément à quelqu'un, et il y a une fatigue qui s'accumule, et je pense, tu sais, dans la gestion quotidienne, justement, les problèmes reliés non pas à l'absentéisme au travail, mais au fait que tu as beaucoup de personnes qui se retrouvent en congé maladie, comme on dit, ça occasionne des problématiques. Là, quand tu as fait 16 heures que tu es là, exact, puis tu fais tu manipules, tu sais, c'est la vie des gens qui jouent avec ça, là. Mais c'est normal. Moi, au bout de ma journée, là, je suis fatigué. Imagine faire 2 journées en ligne. Quand tu fais c'est sûr que je fais des erreurs. Exact. Or, il y a peut-être cet élément-là aussi qui entre en ligne de compte, entre guillemets, la pénurie de main-d'œuvre, qui occasionne oui, la pénurie de main-d'œuvre, mais avec tout ce qu'on dit sur le métier d'infirmière depuis, mettons, les 10-15 dernières années, là, je veux dire, t'es une jeune, un jeune, une jeune, et puis là, tu fais « Ah, qu'est-ce que je pourrais faire comme choix de métier? Infirmière, es-tu malade? » Ouais, non, mais... Il y en a plusieurs. Et pourtant, quand tu vas dans les services, j'étais là avec mon père la semaine dernière, les infirmières qui sont extraordinaires, ils sont présents, ils sont là, mais à un moment donné, cette surcharge de travail-là fait que, je veux dire, l'erreur est humaine. Il peut y avoir peut-être davantage, effectivement, l'erreur qui peut... D'ailleurs, ils le disent elles-mêmes, parce que il y a peu de gars. Il y a plus de femmes, oui. Il y a plus de femmes. Elles le disent elles-mêmes, les dirigeantes au niveau des infirmières. Or, c'est sûr que ça doit entrer en ligne de compte. Est-ce que tous les mots originent de la réforme? Moi, je ne penserais pas. Par contre, il y a le fait de centraliser à des endroits, ça t'occasionne des délais parfois qui peuvent faire en sorte que c'est susceptible de t'amener des plaintes et de dire, bon, ben... oui, puis ça amène aussi une mécompréhension du terrain. Parce que toi, quand tu es dans ton bureau à l'autre bout de la région, puis tu gères quelque chose, tu vas gérer des colonnes de chiffres, des données, des stats, mais sur le terrain, là, sur l'organisation, tu n'es pas là pour comprendre, tu n'es pas là pour voir, pour assister aux problèmes, pour essayer de les régler ou trouver des solutions simples. Des fois, je sais pas, moi, j'ai bien de la misère. Moi, c'est sûr que je suis un pro décentralisation dans tout. Là. Oui. Par contre, tu sais, il y a toute la question aussi des coûts de la santé au Québec. Là. Quand on a voulu centraliser, on a voulu, entre guillemets, sauver de l'argent aussi à certains endroits pour ne pas... On dit tout le temps ça, mais foncièrement, on arrive toujours... En bout de piste, on se rend compte qu'effectivement, ce que tu n'as pas donné en personnel à tel endroit, tu le payes en temps supplémentaire, ce qui veut dire 2 fois plus cher que ce que tu as. Il y a effectivement, dans le domaine de la santé, je pense, des choses encore une fois à revoir. Et la question de la hausse des 30 bien, on va peut-être venir en connaître un petit peu plus lorsque le rapport annuel sera déposé, parce que habituellement, on dépose à la fin de l'année fiscale, là, qui est en avril. Alors, on peut peut-être voir un petit peu plus de qu'est-ce qu'il y en a. D'ici là, on aura peut-être retrouvé notre polype. Je veux qu'on parle... Tu sais, ici, on a quand même certaines municipalités qui sont dévitalisées. Et je regardais dans le Nouvel Hebdo, on parlait du cas de Saint-Stanislas qui semble avoir trouvé une formule pour lutter contre la dévitalisation. Entre autres, ils n'ont pas perdu leur église, ils l'ont transformé en centre multiservice pour la communauté. Je me rappelle M. Biron qui disait, M. Biron étant le maire, il me disait « Hey, c'est le fun, les gens se retrouvent, on a comme une nouvelle vie communautaire qui se crée. » Là, relais de motoneige qui amène des gens avec tout le tracé. Je
suis content d'entendre ça, moi. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut exporter? Et ce n'est pas juste, on a parlé là pour Saint-Stanislas, mais ce n'est pas juste dans cette municipalité-là où on a été effectivement... Tu sais, je vais amener un élément. Il existe au niveau de la MRC, on a créé certains fonds pour aider à la restructuration, effectivement, ou conduire des projets dans les municipalités, parce qu'on a pu créer, entre autres, avec l'argent qui est origine de la mini-centrale la 11e chute. Et de la 11e chute, et aussi de Val-Jalbert. Donc, ça amène de l'argent qui fait en sorte que, oui, tu peux mettre de l'avant des projets, justement, de revitalisation. Tu as la même affaire un peu à Saint-Eugène aussi, où est-ce qu'on vient de remettre, là, tu sais, on met une activité hivernale. Pas comme juste la question aussi à Saint-Eugène, où j'en discutais encore dernièrement avec le maire sur le fameux spectacle qu'ils font annuellement avec Jimmy sur... dans l'église. C'est une activité à caractère culturel qui n'est pas une industrie en soi, mais c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'une vie culturelle intensive dans des municipalités parce que ça permet d'amener, ça génère une activité économique qui fait en sorte que tu as de l'air un petit peu plus vivant, donc dans le sens de faire de la dévitalisation. Ce genre d'activité-là se mènent et se conduisent, d'ailleurs, à Saint-Stanislas, où on en parlait justement dans le Nouvel Hebdo cette semaine. C'est ça, c'est que excuse-moi, les élus veulent davantage faire en sorte qu'on puisse avoir une vie communautaire et sociale importante dans la municipalité. C'est là que se retrouve fort probablement l'idée de la revitalisation. J'ai l'impression qu'en recréant cette vie-là, les gens se parlent, parce qu'au-delà d'avoir de l'argent pour faire des activités, il faut que tu aies des idées aussi. Exact. Et plus les gens vont se parler, plus à un moment donné peut sortir des idées qui vont sortir des paradigmes connus, qu'on va pouvoir faire autre chose que ce que tout le monde fait, où là, on va réellement attirer d'autres types de personnes, du tourisme, peu importe, mais ça va amener, ça amène quelque chose de vivant, puis ça brasse des idées, je ne sais pas. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, on regarderait avec le fameux tracé du parallèle, je parle de skidoo là, pour le 49e parallèle. Il s'agit d'une infrastructure qui s'est créée et qui permet, là aussi, d'amener une forme d'achalandage dans les municipalités. On sait qu'on a fait le fameux tracé entre autres, Dolbeau-Mistassini, Saint-Eugène et Saint-Stanislas pour aller le rejoindre. Ce genre d'infrastructure-là, où on dit « Ah oui, ça a coûté 70 000 ça a coûté 70 000 pour une couple de gars qui ont des skidoo. » Non, ben le gars qui a des skidoo, il faut qu'il mange. Moi, là, je teste ce gars-là, en fait. Moi, quand ils ont dit « On investit là-dedans », je fais « Ouais, c'est le fun, mais tu sais, moi, j'en fais pas de motoneige. » Ouais, c'est ça. Mais là, maintenant que c'est fait, je vois réellement les retombées de ce projet-là, qui était vraiment... C'est une belle vision, ça, pour la MRC. Oui. Ce genre de projet-là, qui fait en sorte que, oui, il faut qu'on revitalise parce que ce sont des municipalités où on a perdu le magasin, on a perdu l'épicerie, on les a perdus parce que, oui, on avait moins d'activité économique. Et aujourd'hui, pour pouvoir être en mesure de faire vivre, entre guillemets, une épicerie, oui, ça te prend un roulement que juste la municipalité ne peut pas faire. Ça l'a amené par ailleurs des projets aussi comme le garde-manger qui s'est retrouvé dans des municipalités où on a fait ce qu'on appelle des épiceries communautaires, où est-ce que ce sont, oui, des bénévoles du coin qui en assurent et la gestion et l'administration. Ça permet de faire en sorte que tu as, entre guillemets, au moins une forme de dépannage et une vie. Il n'y a rien de mieux que d'aller à l'épicerie pour rencontrer des gens. Je me suis amusé au mois de janvier, à un moment donné, il fallait que j'aille effectivement à l'épicerie. Hey, j'ai rencontré 4 personnes qui, dans le temps, pourraient être intéressées à faire la fameuse émission qu'on veut faire sur le 50e anniversaire. Puis ça arrive dans ces coins-là. Hey, salut Régis, salut Régis, comment ça va? Puis tout ça. Hey, tu sais qu'on va... Ça permet... C'est ça. C'est cette activité-là, comme tu dis, de faire en sorte, au lieu de se parler juste sur Facebook. Ouais. Génial, ça. On espère que ça va continuer et puis qu'il y aura d'autres idées merveilleuses à mettre en place. Exact.
Ouais, le Festival du Bleuet, tout qu'un retournement de situation, on avait fait un déficit l'an passé. Non seulement l'an passé, mais au cours des 4 dernières années, on se ramassait au niveau du Festival du Bleuet avec des déficits. Et oui, cette année, 15 000 sur plus de 15 000 c'est un bel exercice de gestion, puis on voit en tout cas que la population est encore au rendez-vous. C'est un bel exercice de gestion, et comme le disait la présidente, Mme Dubois, il s'agit aussi du fait que depuis 4-5 ans, on a eu de la belle température au Festival du Bleuet. Elle l'attribue en grande part, oui, à la question qu'on a amélioré peut-être la formule des spectacles pour qu'ils soient davantage populaires, donc plus attractifs, mais on a aussi eu de la belle température. Je me souviens des spectacles là, que tu es obligé d'annuler parce qu'il pleut à berce dehors. Ouais, puis il tonne. Et tu ne fais pas, tu le fais pas ton spectacle. Alors, si tu as prévu si ton spectacle te coûte 100 000 ou je ne sais pas comment c'est actuellement les tarifs de ça, toi, tu dois plus le savoir. Maintenant que tu bénéficies de tout cet argent-là. Non, mais c'est vrai, mais dans le temps de la route des mille et une histoires, là, je me rappelle, c'était ça, il fallait prier pour qu'il y ait du beau temps parce que s'il n'y avait pas de beau temps... Écoute, ce sont des spectacles qui se font à l'extérieur. Alors, là, c'est triste, mais tu sais, il y a des lois. S'il y a des éclairs dans le ciel, faut que tu cancelles. Là, tu as 200 personnes qui sont là pour ton spectacle. Tu veux dire, ben là, il y a des éclairs, on cancelle. C'est ça. Alors, elle l'attribue donc au fait qu'il y a eu un bon élément du beau temps, au cours de la période du festival. C'est fort probablement. Mais ce qu'elle a pu constater aussi, c'est qu'on a eu une hausse de revenus, tant au niveau des entrées, naturellement, parce qu'on a eu plus de monde, mais aussi donc au niveau des revenus de bar et ces choses-là. Il y a vraiment eu, et la hausse est tout près de 30 %. Or, ça représente... C'est les mêmes personnes qui ont fait des plaintes au CIUS. Ah, peut-être, oui. Mais, tu sais, ça représente ça, un élément. Donc, ça explique. Il y a aussi une autre affaire qui se passe au niveau du Festival du Bleuet. Tu sais que l'année dernière, à l'Assemblée générale, la présidente avait dit « Nous allons faire affaire avec un consultant pour pouvoir être en mesure de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré afin d'être encore plus attractif au niveau... » Puis je te rappelle que le Festival du Bleuet, pour l'été, c'est la seule activité qui nous reste au niveau touristique actuellement, à part les spectacles, effectivement, qui se tiennent à certains autres endroits, mais il s'agit du dernier festival à demeurer, parce que le festival, entre autres, Western n'existe plus. Donc, ça permet de faire en sorte que dès la dernière année, on a essayé de mettre de l'avant certaines des propositions qui peuvent être faites. Mais au cours des prochaines années et de l'année qui vient, certaines de ces propositions vont être aussi remises d'avant. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a entre autres des propositions sur comment être peut-être plus attractif au niveau des familles, disons. C'est-à-dire quel est le type d'activité que l'on pourrait remettre ou mettre de l'avant pour attirer davantage les familles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viennent pas, mais ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'activités qui peuvent se remettre de l'avant. Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir au cours des prochaines années et assurer la pérennité du festival de cette façon-là. Je pense qu'il y a eu, au niveau de l'équipe actuellement, c'est pas oublier qu'on est rendu maintenant aussi avec une équipe jeune. C'est correct, ça. Ça change les paradigmes. Exactement. Exactement. Alors, ça permet de faire en sorte qu'on se conserve comme attractif dans le milieu. Génial! Es-tu un amateur de quilles? Je l'ai déjà été, mon cher ami. Je joue au quilles à tous les dimanches soirs maintenant. Là, tu joues plus? Je joue moins. Là. Donc, c'est un peu à cause de toi, la prochaine nouvelle. Les temps sont difficiles pour les salons de quilles. Non, mais c'est vrai, on voit une diminution, en fait, de l'achalandage. En plus, on voit qu'il y a un problème de relève. Donc, il y a moins de jeunes, il y a moins de nouvelles personnes qui viennent au quilles. Et ça... Là, on parle ici dans la région, mais à ce que j'ai pu lire, c'est partout au Québec, en fait. Les quilles sont comme sur le déclin. L'âge d'or des quilles, c'est dans les années 90, comme on disait. J'ai déjà fait, oui, exact, à la fin, au début des années 2000, à la fin des années. J'ai déjà eu une discussion avec le propriétaire d'ici,
sur le phénomène, justement, attractif des quilles. Et à la fin des années 90, effectivement, il y avait du monde. Oui, je me rappelle même que dans le temps que j'allais au Jouvenceau puis j'étais à l'école secondaire, on allait régulièrement au quai. Et il me disait, lui, il n'en est pas à sa première expérience dans le domaine des quais, naturellement. Il en a vu des abats. Non seulement il a vu des abats, mais ça fait plusieurs années. Il dit que les phénomènes des quais est un phénomène cyclique. OK. À un moment donné, tu peux te ramasser une dizaine d'années. Ah, tiens, regarde, t'as du monde. Et dit à un moment donné, ça retombe. Donc, il y a une nouvelle clientèle qui se remet de l'avant. Et, ouais, tu sais, ça remonte. Et dit, lui, là, par l'expérience, il voyait. On est peut-être dans la phase cyclique basse et on va fort probablement se remettre. Il y a peut-être un autre phénomène aussi. Les quilles est oui, c'est une activité qui est au départ aussi sociale. OK? Oui. Or, si tu te ramasses et puis que tu as des gens qui font leur social, et là, je ne veux pas mettre ça sur le dos là, juste des nouvelles technologies, d'Internet et ces choses-là, mais où on se parle, où on fait notre vie sociale davantage chez les médias sociaux qu'à l'extérieur de chez soi. C'est vrai qu'on a peut-être moins besoin de communiquer on sent peut-être moins besoin. La sociabilité s'est transférée vers... Ça se transfère là-dessus. Ouais. Et ça, je pense que ce serait intéressant qu'il y ait certains sociologues ou sociologues féminins qui s'y adressent pour voir jusqu'à quel point ça a une influence sur ce genre d'activité. Où est-ce qu'on le recherchait? Moi, le dimanche soir, quand je jouais au hockey, là, c'était le dimanche soir. Le dimanche soir, tu sais comment est-ce que des fois, ça peut être dull, là, et tant à la TV que partout. Ouais. Ah, c'était l'activité numéro 1. Ouais, tu prenais une petite bière, mais en même temps, tu jouais au hockey, puis tu essayais de t'améliorer. Ouais. Mais tant quand tu n'as pas pris de cours, ça va pas bien. Je vois quand même mon 160 à la fin. Oui, mais c'est pas pire. Non, mais il devrait faire des programmes de sport-études pour les jeunes, je sais pas. Exact, mais fort probablement. En tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point. Il y a ce phénomène-là, là, peut-être aussi, qui entre en ligne de compte. On sent moins le besoin d'avoir de ce genre d'activité-là, et les quilles étant fondamentalement ça. OK, bon, ben super, on va se remettre au quai. Oui, il faut. La 175, c'est la 5e fois depuis le début de l'hiver que la 175 est fermée partiellement ou complètement à cause, déversement, accident, carambolage, mauvaise température. C'est un amalgame de tout ça. Hier, il y a quelque chose de particulier, c'est que le camion qui s'est renversé, a attribué en fait l'accident à la mauvaise gestion de la route, à la mauvaise entretien de la route. Les gens du gouvernement disent non, on évalue, puis normalement, tout est correct, c'est la mauvaise température. Qu'est-ce qu'on fait? On a-t-il des solutions? Parce que j'ai l'impression que ça empire d'année en année. Bien, tu sais, on a commencé cette émission-là en placotant de Dame Température qui, cet hiver, nous amène des choses qu'on n'avait jamais. Tu sais, à un moment donné, c'est comme quand je regarde à Montréal où est-ce qu'ils ont goûté eux autres aussi, hein, puis ils ont goûté avec du verglas, de la pluie, puis tout ça, puis des conditions routières dans la ville de Montréal. À un moment donné, tout le monde dit « Hey, on a un mauvais entretien. » Oui, mais quand ça t'arrive, il faut que tu prennes le temps de le faire. Non, je suis d'accord. Alors, je pense qu'il y a là-dessus... Mais si tu parles entre autres à Montréal, là, il y a eu des recommandations qui datent d'il y a 15 ans où on s'est aperçu que le coroner avait fait des recommandations suite à des décès de père et de son enfant, et puis qu'il n'y avait rien qui avait été fait 15 ans plus tard pour améliorer, en fait, la situation. Parce qu'ici, on a l'avantage maintenant que c'est une autoroute, 2 voies séparées. Il y a beaucoup d'accidents peut-être, c'est fermé, mais il y a peu de décès. Là. Il y a aussi le fait qu'on le veuille ou non, là, en hiver, ce que les policiers disent, c'est réduisez peut-être un peu votre vitesse. Moi, je suis allé quelques fois un peu à Québec là, depuis les fêtes, étant maintenant un nouveau grand-papa. Et ça nous permet de voir que, écoute, là, ça conduit assez vite, merci. C'est sûr qu'il y en a un peu... Encore hier, là, moi, je trouvais que c'était glissant. Fait que je décidais que je roulais tranquillement. Il y avait un gars en arrière, là, ça l'énervait bien gros. Là, il me collait là, bien proche. Là. Il était juste pour me klaxonner. Là. Il était juste pour pas vouloir embarquer dans ton coffre, comme on dit.
mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de si pressant? J'ai-tu le droit, moi, de vouloir... De pas vouloir mourir. Avec moi. J'ai 2 enfants dans l'auto, c'est glissant, ils ventent, j'aime pas ça. Je peux-tu avoir le droit de conduire? Je conduisais pas à 10, là. Je conduisais à 80, 90, tu sais. C'était pas la fin du monde, là. Prenez donc votre mal en patience. Et ça, je pense qu'il y a fort probablement une bonne cause aussi de ce genre. Je sais que le camionneur disait hier, pour l'avoir moi aussi pris le reportage, ouais, c'est un nouveau de l'entretien de la... Oui, et d'ailleurs, les policiers ont même éprouvé de la difficulté à aller sur l'accident parce que le chemin était glissant. Bon, OK? Ils l'ont même dit, là, les policiers. Ouais, mais la température qu'il y avait, là, c'était de la merde. Ben, c'est ça, on veut dire, quand ton thermomètre là, part de plus 6 à moins 18 là, dans une heure, là, je sais pas si tu sais, puis qu'il y a eu plus, et tu t'es chez Atlas, tu l'es chez Atlas, puis là, la machine n'a pas eu le temps de passer pour venir non, puis même que ça allait passer, je veux dire, ça reste... C'est ça reste... Alors ça, là, oui, je pense que les conditions climatiques actuelles sont fort probablement, oui, à l'origine d'un paquet de ce genre d'accidents qui sont survenus, mais il y a aussi le fait de se dire, écoute, quand tu as un déversement sur la route et que le parc est fermé 5 heures, oui, il faut que les enquêteurs prennent le temps de faire leur job. Il faut qu'on ramasse. Mais il reste que ça, là, y a-t-il un moyen de faire en sorte, parce que si tu attends 5 heures là, pour passer, là, quand tu passes, là, as-tu compris que tu as peut-être tendance à vouloir peser pour reprendre le temps que tu as perdu? Ouais. Tu sais, ce genre de choses-là, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de regarder, surtout que nous sommes actuellement sur des 4 voies, peut-être qu'on pourrait utiliser temporairement, en avisant comme il faut, qu'il faut réduire sa vitesse, là. L'autre voie, là, pour passer à côté, y a-t-il un moyen de regarder, au lieu de fermer définitivement le parc pour... des fois, ils n'ont peut-être pas le choix. Là, oui, je comprends très bien ça, là. Mais il reste que il y aurait peut-être aussi des solutions à regarder là. Parce que quand je te dis, là, si tu attends 5 heures là, avant de passer, là, puis il y a des solutions, tu vas avoir tendance à peser chez toi. Il y a des solutions aussi qui existent, qu'on ne met pas en place, mais qui vont être efficaces à long terme. Je pense, entre autres, pour ce qui est de la poudrerie, de mettre des lisières d'arbres. Il faut que tu les plantes, il faut qu'ils poussent. Là. Oui. Non, mais ici, entre autres, dans le triangle de la mort qu'on appelle Saint-Bruno. Saint-Bruno. Ça, je veux dire, c'est des champs à perte de vue. Là. Ça fait longtemps que ça aurait dû être fait. Ça fait 50 ans que ça aurait dû être fait. Et là, on aurait peut-être une certaine protection. Une protection. Bon. Hey, gaz naturel, on sait qu'il y a un projet d'amener du gaz naturel liquéfié au lac Saint-Jean. Et là, on analysait un tracé. Et chaque fois qu'on analysait le tracé, c'est toujours le tracé au sud. Et là, le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean, M. Paradis, si je me souviens bien, est arrivé avec l'idée, pourquoi pas faire passer le trajet par le nord pour en même temps desservir Dolbeau-Mistassini et toutes les entreprises qui ont de gaz naturel au nord du lac. Ou du moins, on dit... Là, on ne dit pas qu'il faut absolument le faire, mais est-ce qu'on peut étudier la possibilité de le faire? Parce que selon ce que lui disait, ça augmenterait le tracé d'à peu près une quinzaine de kilomètres, ce qui n'est pas la fin du monde. Là. Bon, oui, c'est plus de coûts, mais là, il faut regarder les impacts sur l'environnement, sur la société et tout ça, je suis d'accord. Mais cette idée-là, moi, quand ça a sorti, j'ai comme fait « What? Quoi? » Pourquoi qu'on n'y a pas pensé avant? En fait, je te dirais qu'on y a pensé avant. OK. Ça a été un peu pensé, je me souviens... Dans mon ancienne vie d'attaché politique, à la fin des années 90, on avait un projet... C'était au millénaire dernier. Là. Oui, c'est ça. On avait regardé la possibilité, lorsqu'on a prolongé dans le sud jusqu'à Saint-Félicien le gaz naturel, on avait regardé des possibilités de faire passer sur la rivière, là, en dessous de la rivière ou sur le pont. Quand on a construit le pont, on avait dit pourquoi est-ce que c'est qu'on ne met pas aussi là, la conduite là-dessus. Là, il y a une question de gel, fort probablement que ça serait gelé au moment où on se parle. Mais il y avait de ce genre de préoccupations-là. Mais de regarder, oui, un autre tracé, est-ce qu'on n'aurait pas été capable? Ça avait été regardé, pas analysé à fond, mais ça l'a été aussi regardé dans ce temps-là. Donc, c'est une idée qui existe depuis longtemps. En fait, qui n'a jamais été mis totalement en pratique, mais l'idée a été émise. Or, et c'est sûr que dans le temps, et tu sais, à Alma, on se disait,
Ça s'appelle Résolu, là. Dans le temps, ça s'appelait Abitibi-Bois... avant Abitibi-Bois... Non, pas Alma. À Alma, c'était Abitibi-Consol qui était là. Les autres, là, ils étaient intéressés. Et dans le temps, les prix étaient intéressants pour pouvoir faire la conversion en énergie, justement, de gaz naturel. Aujourd'hui, c'est pas mal égal avec l'électricité, comme on dit, mais indépendamment de ça. Ça aurait pu permettre d'avoir une autre source, effectivement, d'approvisionnement et de faire en sorte que les usines auraient pu être encore plus rentables que ce qu'ils étaient. En tout cas, mais là, moi, j'ai de la misère un peu avec cet argument-là. Aujourd'hui, on le sait que l'énergie fossile, il faut se débarrasser de ça. On voit plein de cas, au contraire, d'entreprises qui vont se tourner vers le solaire, parce que le solaire d'installation, c'est quand même coûteux, mais après ça, je veux dire, tout est gratuit. Oui, après ça, c'est plus facile. Non, c'est plus facile et je veux dire, c'est la tendance mondiale, là, on le voit partout. Ma question, c'est, on a-tu besoin du gaz naturel dans le nord du lac? C'est quoi l'avantage d'avoir ça et de ne pas l'avoir, là? Il y a encore une valeur économique. Pour combien de temps? Là, c'est ça. Mais, tu sais, pour l'instant, c'est pas mal égal par rapport à l'électricité, entre autres. OK? Que d'avoir le coût. Parce que là, il faut que tu investisses pour tout ça. Tu passes sur le territoire. Exact. Il y a quand même des dangers pour l'environnement. Mais, si je reprends ce que le préfet Paradis souligne, il y aurait peut-être effectivement avantage à ce qu'il se réalise une réelle étude sur l'impact de ça. Je pense que cette idée-là pourrait demeurer et voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Et ça nous susciterait peut-être davantage le débat public adéquatement là-dessus. Oui, parce que moi, ce que je trouve, le débat devrait être plus, tu sais, gaz naturel ou autre chose. Puis l'autre chose, il y en a plein des possibilités. La géothermie, il y a l'eau, il y a beaucoup d'autres manières d'amener de l'énergie qui sont beaucoup plus écologiques. Puis je pense, dans le constat qu'on a aujourd'hui de la crise climatique, je suis pas sûr, moi, c'est une bonne idée. Effectivement, mais je pense que l'étude c'est encore une vision à court terme, moi, je trouve. Fort probable, mais il reste que, il y a encore du gaz naturel qui est utilisé. Jusqu'à quel point ça ne pourrait pas avoir une incidence, faire venir peut-être davantage d'autres types d'industries dans le cadre de la diversification. Pour les attirer. Mais il y a toujours un coup là-dessus. Ben oui, mais il me semble que des mesures, justement, soit fiscales, économiques, des subventions pour aider la transition vers des énergies propres, ça, c'est rentable à long terme. Sur le long terme. Ben oui, en tout cas. Mais effectivement, moi, je maintiens que l'idée quand même du préfet de faire ça, pourquoi est-ce que c'est qu'on n'en procède pas au moins à l'élaboration d'une forme de projet? On pourrait en voir là les conséquences et être en mesure de se dire, dans le cadre du contexte. Puis que l'étude ne soit pas sur le court terme. Non. Qu'elle te dise, voilà, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y en a. Je vais te dire, en politique, le long terme, on le voit à peu près jamais. Oui, mais si tu fais faire ton étude en donnant ces préoccupations-là, peut-être que ça peut... Oui, peut-être. Tu sais, ça dépend du mandat que tu donnes à tes spécialistes. C'est vrai. Là-dessus, on prend une courte pause et on vous revient tout de suite après cette courte pause. C'est parce que je fume du pot. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Danny Sauvageau. Il faut que tu sauves ta peau. Me rappelle l'écho. Il faut que tu sauves la peau qui reste sur tes os. Il faut que tu sauves ta peau. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes.
J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. On est de retour et on revient de cette courte pause. J'espère que vous avez eu le temps de faire quelque chose durant cette courte pause. Hein? J'ai dit courte pause 4 fois dans le temps de 3 minutes. Hey, on continue. Je veux qu'on parle de Ville-Saguenay. Là, Ville-Saguenay, la gestion de Ville-Saguenay, il me semble qu'on entend rien que du monde chialer et depuis longtemps pour les mêmes affaires. Et là, ce que j'ai l'impression, et là tu me diras si je me trompe, on revient toujours sur la hausse des salaires des élus. Que moi, quelque part, je comprends. Là, je veux dire, pour ceux qui veulent s'investir dans la chose publique, là, vous allez voir que c'est ça, tu en as du temps à mettre, etc. Donc, ça vaut quelque chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens mettent toujours ça en perspective avec le fait que là, il y a une espèce d'austérité où on essaie de couper pour arriver à budgéter correctement la ville. Et là, ça crée, écoute, là, j'ai jamais vu autant de citoyens sortir, aller à la mairie, au conseil de ville, chialer sur la hausse du compte de taxes, tout ça. Tu sais, en même temps, c'est sûr que dans l'administration Tremblay, il n'y avait pas de hausse de taxes. On pelletait ça vers l'avant. Non, mais on pelletait ça vers l'avant. À un moment donné, il faut payer là, pour tout ça. Là. Mais c'est encore là. On voit dans le court terme. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est là la problématique avec laquelle le conseil actuel est aux prises. Pendant un certain temps, comme on gérait pour le compte de taxe du citoyen, on disait on ne te l'augmente pas. Mais si on ne te le remonte pas, ton compte de taxe, c'est correct, ça. Tant de ministres en conséquence. Mais il faut qu'aussi tes dépenses tiennent compte de ce qu'il faut que tu fasses. Là, ce qu'il faut que tu remplaces, tes nids de poules là, dans tes rues, là, il faut que tu les fasses à un moment donné. Tu ne peux pas retarder définitivement de le faire parce que c'est toute la route que tu vas faire et là, le coût va être beaucoup plus élevé. C'est ça, là, tu comprends? C'est ce genre de choses-là qui font en sorte... Et c'est ce qu'on est arrivé. Maintenant, il y a aussi toute la question, tu sais, quand tu fais une fusion municipale, tu as des dettes que tu ne voudrais pas que tous les autres aient à payer, puis tu en as que tu fais payer par tout le monde. On a aussi un peu cette problématique-là chez nous, où est-ce qu'on a pu dire pendant longtemps, « Ah, tu sais, ça coûtait cher à Dolbeau. » Par nous, à Mistatenay, ça nous coûtait moins cher, puis là, bien, ça nous coûte le même prix. Donc, il y en a pour qui ça a augmenté. Exact. Tu comprends ça, ce genre de choses-là? Et bon, je regarde les gars, les gars et les filles de l'intérieur qui se sont élevés grandement sur leur augmentation, ou quand on leur dit, bon, ben oui, mais vous avez peut-être, oui, un petit peu plus que le taux moyen parce que vous aviez une dette là qu'il fallait qu'on paye, puis qu'ils se retrouvent là-dessus. Je pense qu'on a aussi les reliquats, des fusions et des ententes qui ont permis de faire en sorte que ces fusions-là soient mises de l'avant. Et on n'était peut-être pas tous présents lorsque ça s'est fait. Et on a à payer, effectivement, de ce genre sur des décisions qui ont été prises antérieurement. Il y a cet élément-là. Oui, tu es obligé, fort probablement, pour gérer sans avoir à augmenter trop ton compte de taxe, de réduire certains types de dépenses, d'où des compressions qui se font dans certains secteurs. J'ai l'impression qu'ils se font tous dans le social. Oui, ça, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Ouais, c'est ça. Je trouve que moi, en temps de plein emploi comme ça, là, je pense que c'est l'investissement dans l'économie qu'il faudrait peut-être diminuer. Peut-être. Il faut probablement de voir l'équilibre, c'est ça, à un moment donné. On est en plein emploi, tout le monde travaille, tout le monde est en recherche de pénurie de main-d'œuvre. Peut-être que c'est pas le temps de développer l'économie, que c'est le temps de développer le socio-communautaire. De ne pas le remettre, c'est des choix. Hein? Et c'est des choix que, probablement, toi, tu prendrais si tu étais un élu. Je ne serais pas, non, je ne serais pas. Pas encore? Pas encore. Pas encore. J'aime bien mon rôle de critique. Oui, c'est ça. Hein? On amène des points de vue. C'est ça. Et puis moi, je pense que l'administratif viendrait à bout de mes nerfs. Oui, il y a cet élément-là. Hein? Quand tu es
On a tous été, à un moment donné, à faire à être en position un peu de gestion, même. Et lorsque tu as à le faire et que tu as à prendre une décision de dire, bon, mais cette année, là, c'est-tu 3 ou 4 employés que je mets là-dessus? Si j'en mettais 3 puis je réussissais à leur demander de faire le travail de la quatrième. 30 de plus de tâches, je réussirais à sauver. Si tu veux réussir à faire ça, il faut que tu engages des infirmières. Ah oui, c'est en plus que eux, c'est les seuls à être capables de faire 2 fois plus de travail que non, là. Hey, tu nous as parlé tantôt de la mini-centrale de Val-Jalbert. On voit là, que 7 millions de retombées pour la communauté, c'est quand même intéressant. Ça devient essentiel, même, c'est ce qui avait été prévu dans les analyses là, qui avaient été faites dans le temps sur qu'est-ce que ça pourrait apporter. C'est sûr que ce que ça donne, c'est ça. Ça donne la possibilité d'avoir des retombées directes à partir de l'exploitation d'une ressource naturelle qui est l'eau dans le milieu. OK? Il n'y a pas juste Hydro-Québec et l'ensemble de tout le Québec qui en bénéficie. Tu as aussi des retombées qui viennent chez vous. Bien, c'est sûr que tu as payé pour les avoir. Là, C'est quand même les emprunts qui ont pu. Mais une fois que tu as réalisé tes emprunts, que tu payes tes emprunts puis qu'il te reste une marge de manœuvre de 7 000 qui s'en va 7 millions, pardon. 7 000, on critiquerait. On dirait là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ouais. Mais tu as 7 millions qui se retournent dans le milieu et qui paient en sorte que certains types de projets à caractère, social et voire même aussi économique puissent se tenir dans tes milieux. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose. De là, aller dire que est-ce que c'est l'impact négatif de la présence de ces mini-barrages-là? Ouais. Est-ce qu'il est, évalué à 7 millions de dollars? Peut-être, on ne le sait pas, mais il y a quand même eu des retombées positives, qu'on le veuille ou non, de ces choses-là. L'autre élément, par exemple, que ce soit pour la 11e chute et que ce soit pour Val-Jalbert, il y avait, et il y a encore, un argumentaire qui disait « Ouais, c'est bien beau, ces mini-projets, mais on n'a pas besoin d'électricité au Québec. » Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin. C'est ça, on est encore... Parce que nous, on est content d'avoir ces 7 millions-là parce que ça vient chez nous. Mais ces 7 millions-là, foncièrement, il est payé par le reste des Québécois, là. En partie, parce que c'est Hydro-Québec qui te l'achète. C'est ça. Elle a une marge de manœuvre, Hydro-Québec, puis elle prend dessus. Ça restera toujours. Est-ce que c'est toujours le cas? Au moment où on se parle, oui, on serait encore en surplus énergétique au niveau de l'électricité. Moi, il reste toujours une chose. Oui, on est en surplus de production électrique par rapport à la consommation que nous avons. On est en train de développer certains types de marchés avec l'Ontario, avec les États du nord des États-Unis, où est-ce qu'on peut le faire, essayer de leur en vendre. Il reste toujours que les surplus, ils demeurent intéressants dans la mesure où tu peux t'en servir pour... Tu as de la place pour faire venir des industries chez vous. Tu sais, je regarde... On regardait tout à l'heure la question du gaz naturel et je reprends ton argument où tu disais, tu sais, c'est tout bien nécessaire, on a de l'électricité. Ouais, on a de l'électricité. Pourquoi est-ce que je permettrais à Résolu d'avoir du beau gaz naturel qui ne veut pas même plus de l'électricité, mais il décide de ne plus prendre de l'électricité. Là, ton surplus vient encore d'augmenter. Mais le jour où tu dis, écoute, c'est l'électricité chez nous. On a l'électricité chez nous. On a de l'électricité qu'on peut demander. Oui, on peut peut-être... Puis ils ont certainement une tarification spéciale qui leur est octroyée. Spéciale est en tout cas. Qui leur est octroyée. Or, ça permet de faire en sorte que ça te donne des marges aussi de manœuvre de négociation pour assurer ton développement dans tes milieux, le fait d'avoir une source d'énergie en surplus. Oui, puis aussi, c'est la communauté qui décide qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là. Oui. Donc, ça aussi, c'est un avantage par rapport à si c'était le gouvernement qui décidait. On a 7 millions pour vous, vous allez le mettre là, puis là, puis là. Au moins, c'est chez nous qu'on prend la décision. Elle est peut-être pas bonne, mais au moins, c'est chez nous qu'on la prend.
C'est bon. Hey, déclaration de revenu unique. Là, ça a l'air d'être le gros enjeu à Ottawa en ce moment. Là, les conservateurs ont déposé une motion pour que les partis prennent position sur la demande de François Legault d'avoir une déclaration de revenu unique gérée par le Québec. M. Trudeau a dit non, c'est sûr que ça ne se fera pas lors de mon mandat. Là, on dit qu'il y aura des répercussions. Y a-t-il vraiment des répercussions? Parce qu'ici, entre autres, là, au Centre de données fiscales, il y a beaucoup d'emplois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut garantir que ces emplois-là vont rester s'il y a juste une déclaration de revenu unique? Ou finalement, Puis tu sais, je veux dire, là, moi, c'est pas moi qui le fais, ma déclaration de revenu. Je paye quelqu'un pour faire ça. Fait que je m'en fous que ça prenne 20 minutes ou 40. Là, je sais pas. Tu as tout là-dedans. C'est une question. Je pense que tu as une question de pouvoir là-dessus. On sait que. Pourquoi est-ce que c'est qu'on fait 2 rapports d'impôt au Québec? C'est qu'un dénommé Maurice Duplessis avait dit « Je rapatrie ce que j'avais octroyé lors de la Deuxième Guerre mondiale, mes points d'impôt. Je veux les gérer, je veux ramasser l'argent qui va dessus, puis tout ça. » C'est ce que la Constitution lui permettait de faire. Alors, il s'est dit « OK, c'est correct, on va créer donc notre rapport d'impôt à nous, et on en fera un aussi pour le fédéral. » C'est sûr que ça occasionne une double embauche de personnel. Tu as une embauche de personnel qui va pour ça et tu as une embauche de personnel qui va pour le fédéral. Et lorsque le fédéral a construit le centre fiscal à Jonquière et aussi un à Shawinigan, c'était quoi? Pas injuste pour les rapports d'impôt, par exemple, du Québec. Au Québec, hein, tu as tout l'Est du Québec, l'Ontario qui font... eux autres, je ne me souviens pas si l'Ontario a 2, je pense qu'ils ont un qu'un rapport, eux autres aussi, celui-là que le fédéral règle. Mais tout ce beau monde-là, c'est traité ici. C'est sûr que ça crée de l'emploi pour eux autres. Est-ce que demain matin, le fait que tu fais un rapport d'impôt unique au Québec, ils vont rester, ces emplois-là, et que tu vas continuer. Tant que tu vas être dans le Canada, tu pourrais dire, oui, OK, c'est correct, on gère. Mais le jour où le Québec dirait, je suis un Québec indépendant, bien là, fort probablement que le fédéral dirait, OK, nous arrêtons de faire le traitement des autres rapports d'impôt par les organismes fédéraux que l'on a mis de l'avant, les centres fiscaux. Mais ça, là, ça l'aurait, c'est donc sur la question des fameux pouvoirs que tu as pour attitrer là-dessus. Et lorsqu'on demande, l'argument maîtresse de M. Legault, c'est de dire, écoutez, nous allons avoir qu'un seul rapport d'impôt au Québec, donc on n'a pas besoin de leur payer 2 fois le personnel pour le faire, on aurait un seul personnel. Je pense qu'il y en aurait certainement du fédéral qui reviendrait pour aider dans la gestion, parce qu'il te manquerait fort probablement de personnel, et on n'aurait pas avec les hôpitaux et les infirmières qui seraient obligés de faire du temps supplémentaire. Mais je pense que c'est ça là-dessus. L'argument de faire en sorte qu'il pourrait y avoir des économies est fort probablement défendable, éprouvable, mais il restera toujours que c'est au départ une question. Je pense que c'est... La CAQ m'apparaît être ce que le gouvernement, les derniers gouvernements du Nord national sous Daniel Johnson étaient égalité ou indépendance. Or, on en est rendu là, encore avec la CAQ. Et je pense que ce discours d'égalité et d'indépendance, un des éléments, c'est de dire, si on rapatrie un seul rapport d'impôt chez nous, donc on rapatrie tout le traitement de l'impôt chez nous, c'est une façon de dire, écoutez, vous nous l'accordez. Si on était un pays indépendant, oui, on le ferait tout seul. Là, okay? Ça. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là que ça s'inscrit. Est-ce que ça... je pense que la CAQ là-dessus, son volet, entre guillemets, nationaliste, l'amène à penser à ça. C'est avec l'argument qui n'est pas un parti qui est indépendantiste, mais qui est quand même un parti qui est nationaliste. Nationaliste. Alors, je pense que ça s'inscrit dans cette façon, dans cette vision de pensée-là. Et c'est un peu ce que Duplessis avait dit dans le temps. Écoutez, là, on doit, t'as une autre, on va s'organiser pour le récupérer, puis on va s'organiser pour avoir du monde pour le faire. C'est vrai qu'en plus, François Legault, il a un peu le même genre d'habit que Duplessis. Oui! Hey, je veux qu'on parle du MAPAQ et du gouvernement de la CAQ encore, là, qui
qui est à son premier... on sait qu'il est en lune de miel, mais là, il est confronté quand même à une belle problématique, là, les fiascos du lanceur d'alerte Louis Robert, qui était congédié, qui était au MAPAC. Et là, ça pose vraiment une grosse question sur l'ingérence et comment aussi le gouvernement a géré cette crise-là. On a à peu près eu 40 versions différentes de ce qui s'était passé. Tu sais, moi, je dois saluer le courage de M. Louis Robert qui s'est levé pour dire, là, attendez, là, il y a un problème. Il n'y a pas personne qui a voulu le regarder. Non. On a parlé du fait qu'un ministre s'est mis 2 pieds dans les plats en essayant de commenter la chose. Bien, effectivement, le fait qu'il y ait des lanceurs d'alerte, il faut que, tu sais, dans certains autres pays, si je prends en France, entre autres, les lanceurs d'alerte, ils ont une protection. Ben oui. OK? Ce qu'ici, effectivement, là-bas. Et des lanceurs d'alerte, là, que tu le veuilles ou non, ça nous en prend. Bien, je trouve que ça rend la démocratie saine. Là. Exact. Et ça permet de faire en sorte que quelqu'un qui est dans un milieu, entre autres au niveau du fonctionnariat, qui est dans ce milieu-là et qui se dit, écoute, théoriquement, là, on devrait fonctionner, surtout dans le domaine de la recherche, où est-ce que tu dis... C'est l'éthique de la recherche. Ben ouais, tu dis à la recherche, socialement, publiquement et collectivement, nous entreprenons donc des recherches qui vont nous amener à avoir des résultats, qui vont avoir des conséquences économiques intéressantes, puis tout le cas. Et quand c'est ton entreprise privée qui dit, hey, écoute, si tu prenais ton gars, là, hein, puis tu me le faisais travailler sur cet aspect-là, ce serait bien intéressant pour moi, là. Ben, c'est ça, là, que lui, là, qui dénonce, il dit de plus en plus, on va arriver le privé, qui nous dit quoi faire, alors que collectivement, nous sommes payés par la collectivité et non pas par cette entreprise-là pour faire la recherche sur ces choses-là. Alors, je pense que ça nous prend ça, quelqu'un qui le fait. Et oui, je suis d'accord avec toi, il faut que l'on souligne le courage de cet individu qui actuellement serait mis à pied. Là, oui, c'est ça. Alors, je ne pense pas qu'il mérite d'être mis à pied. Au contraire, il mérite une médaille. Non, mais il a soulevé effectivement le point. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on se soit rendu. J'ai tendance des fois, là, trop souvent, à mettre les torts sur le traitement journalistique. Mais j'haïs ça. Ouais. De voir que c'est sur des questions de personnalité et non pas sur des questions de principe que l'on va s'attarder pour faire une nouvelle, alors que la vraie nouvelle, c'est saluons le courage d'un gars qui déteste. Ben moi, je trouve parce que, tu sais, des bugs ou des affaires qui marchent mal ou un peu tout croche au gouvernement, il y en a sûrement d'autres. Ah ouais. La majorité s'écrase puis ils font « Ah ben, ça a toujours marché de même. » Exact, c'est pas vrai. Tout croche. Puis lui, là, il a fait « Non. » Hey, bravo. Oui, puis s'il y avait plus de gens comme ça, peut-être que nos fonctionnaires et nos gouvernements seraient plus transparents et plus efficients. Et c'est pour ça que de dire, tu sais, les partis d'opposition qui se fichent et qui disent il faudrait qu'on fasse une enquête, là, faudrait qu'on fasse une enquête. C'est pas toujours la réponse, ça, faire une enquête. OK? Il faut de dire, oui, nous saluons le fait et nous réclamons qu'il soit réembauché. Cet individu, parce que ce n'est pas correct de le faire. Si on protégeait mieux les lanceurs d'alerte, il y en aurait peut-être plus qui nous aideraient à mieux fonctionner. Et à avoir, tu sais, je veux dire, il faut probablement qu'on pourrait avoir des lanceurs d'alerte peut-être plus réguliers aussi dans le monde de la santé. Oh, j'ai l'impression que tu as une petite crotte sur le cœur. Ah! Code vestimentaire à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est parce qu'il est sorti quoi de nouveau, là? Je veux pas qu'on reparle de tout ce qu'on a déjà dit. Il est sorti quoi de nouveau, puis François Paradis a dit, bon, pour le moment, on va respecter le code vestimentaire comme il est indiqué, mais on ouvre la porte à ce qu'on puisse en parler, à discuter ensemble de qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut. Et puis même, Québec solidaire s'est rangé derrière cette position-là en disant c'est correct, on va le respecter le temps qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Je trouve ça mature, moi, auprès de la part de l'ensemble de la députation, non? Oui. Sauf que c'est un faux débat. Oui, non, c'est clairement un faux débat. Moi, je trouve... regarde, moi, si je pouvais, je ferais cette émission-là en camisole. Ah non, je peux pas. Mais nous deux en camisole, ça serait... Non, t'as pas d'avantage de ce côté-ci, je te le dis. OK. Donc, on va finir sur le discours de l'État de l'Union de M. Donald Trump. T'as-tu écouté ça hier? Je l'ai écouté un peu en termes de reportage, par ailleurs, et non pas... pas mon anglais étant plus que limité. Oh, le sien aussi. Oui. Puis, t'en as pensé quoi? Ce que j'en pense, c'est que les États-Unis sont actuellement
dans une crise politique majeure. Écoute, c'était de la démagogie pendant une Exactement. Et plus que jamais, les États-Unis sont divisés au niveau de la population. OK. Et qu'est-ce que ça peut amener? Est-ce que le discours de vouloir faire que les États-Unis soient les maîtres du monde, comme Trump le fait valoir, actuellement, la grandeur donc des États-Unis, il y a quelque chose de noble dans son idée, mais entre la grandeur et la démagogie et la dictature, il y a un monde. Oui. Il y a un grand monde et c'est dommage. Et je prenais le spécialiste qui faisait l'analyse hier et qui disait à Radio-Canada, écoutez, là, ce qu'il vient de faire, est-ce que demain matin, dans son tweet, il ne va pas déménager tout ce qu'il a dit? Et on en est là. On en est rendu à se dire, on ne croit plus le président des États-Unis. Non, puis en plus, ben, lui, il pourfend les sources journalistiques qui sont soumises à des codes de déontologie, le New York Times, le Tribune, etc. À un moment donné, on ne croit plus à rien, on croit à quoi? Là? Exactement. C'est une espèce de gars-là qui change d'idée à toutes les discussions. Exact. Écoute, il y a une gestion particulière des affaires publiques. Et c'est pas... Je suis tanné de voir ce gars-là. Mais c'est parce que mais moi, j'ai rien à redire. Tu sais, je veux dire, on a le droit de ne pas être d'accord avec son point de vue, mais s'il y avait une ligne constante... Ben oui. Mais là, j'ai l'impression que c'est tout le temps... Là, on prend lui, ça ne fait plus l'affaire, on prend un autre. Là, à un moment donné, je ne sais pas, il y a clairement une problématique. Il y a certainement... Et je pense qu'il a tenté aussi longtemps aussi, même si hier, il a fait un plaidoyer pour qu'on arrête tout ça. Tu sais, toutes les enquêtes qui se font sur ces... relations, entre guillemets, possibles qu'il aurait eu avec la Russie. Bon, puis tout ça. Tant que ça va être dans le décor aussi, lui, là, sa crédibilité, il n'a plus. Bon, de toute façon, quand tu prends le... Moi, je pense quand tu sens le besoin de te justifier sur quelque chose, là, en tout cas. Ça va pas bien. Hey, merci, Jules. Peut-être qu'il écoute l'émission Le Tricheur. Oh. J'ai jamais écouté ça, je sais pas de quoi tu me parles. Ah, OK. C'est beau. Merci, Jules, pour cette belle revue d'actualité. Merci à vous d'avoir été les nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!